Alors cette semaine, dans le grand débrief de Smart Tech, on a une personne qui fait vraiment l'actualité, qui va pas mal nous occuper dans nos discussions aujourd'hui. Michel Paulin, bonjour. Bonjour. Membre du conseil d'administration de Candela et président du comité stratégique de filière qui s'appelle Logiciels et solutions numériques de confiance. On va beaucoup en parler. Léo Briand est également avec nous. Bonjour Léo. Bonjour Delphine. Cofondateur président de VitaScience, et Christophe Holnet. Bonjour Christophe. Bonjour Delphine. Senior advisor chez Seven2. On va aussi parler quand même de TikTok, des questions d'éducation, de la jeunesse, avec l'ouverture d'une consultation citoyenne. C'est important sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs. Mais donc d'abord, on va détailler ce plan de souveraineté du gouvernement. On va en débattre, je vous propose, en 3 grandes parties. Le contexte, c'est d'abord un événement monté rapidement à Bercy avec cette volonté de mobiliser l'écosystème du numérique pour qu'il soit plus résilient et puis pour que la France devienne plus autonome, pleinement ancrée dans une dynamique européenne, nous dit-on. Il y a eu plusieurs annonces. L'une d'elles, c'est la mobilisation d'un comité stratégique de filière pour les logiciels et les solutions numériques de confiance. Et donc, son président est avec nous, Michel Paulin. Donc, ça y est, là, il y a eu vraiment la signature officielle de ce contrat. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette signature? La signature, c'est un symbole. Parce que, comme on le pense, en tout cas nous, la filière, c'est que tout ça, ça existait déjà. Et d'une certaine façon, on voit qu'il y a un événement qui est créé dans lequel l'État, mais aussi toutes les parties prenantes, on l'a vu, les grands groupes par exemple, mais également le monde de la recherche, sont quand même prendre conscience qu'il est absolument nécessaire d'agir et d'agir rapidement face à une situation qui existe depuis très longtemps, mais qui est en train de se cristalliser avec des annonces outre-Atlantique qui sont un petit peu anxiogène, on commence à avoir un petit peu peur et je pense qu'on aurait dû avoir peur depuis longtemps, ça c'est à mon avis, mais tant mieux et profitons-en. Donc il n'est jamais trop tard et pour bien faire et donc il est important de se mobiliser et c'est clair que pour moi cette symbolique... Le comité de filière, c'est un bon outil, ça justement pour c'est un outil, c'est pas l'outil, il n'y a pas qu'un seul outil. En plus, clairement, le contrat de filière a défini 5 axes. J'en prends un, par exemple, l'éducation. C'est clair qu'aujourd'hui, nous avons un problème potentiel de talent, de risque de ne pas avoir assez de talent, de féminisation de nos talents. Aujourd'hui, la tech intéresse dans le domaine de la technologie uniquement 20% de femmes, alors que ce n'est pas possible. En Inde, il y en a 40. Donc pourquoi nous, on n'en a que 20? Donc il y a des vrais sujets structurels et ce n'est pas la filière qui va résoudre le problème. C'est en étant capable vraiment d'avoir une vision commune, ça je pense que c'est important, un diagnostic commun, et puis de définir des priorités. Et comment ça va se traduire très concrètement là au sein de ce comité? Vous avez une liste de travaux que vous allez enclencher? Alors, déjà, le contrat a défini des travaux. Ça, pour vous dire là, un peu la lenteur du process, la décision de la création de cette filière date de 2 ans et 9 mois. Ouais. Donc, on est sur des processus dans le monde de la tech qui sont un petit peu longs. Donc, pendant ce temps-là, on a mobilisé 200 sociétés de l'écosystème qui ont contribué à ce contrat, dans lequel la filière et l'État prennent des engagements, et d'autres, d'ailleurs, l'INRIA, par exemple, dans la recherche, les grandes écoles, certaines universités. On prend des engagements sur 5 thèmes. Et on va maintenant dérouler ces engagements. Alors, les 5 thèmes, je vais juste les donner. L'offre, c'est indispensable. L'innovation, tout ce qui est formation et féminisation, le sujet de l'international, le sujet des données de confiance. Aujourd'hui, c'est un sujet qui est... Qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, et les sujets de régulation et de certification, qui sont des sujets aujourd'hui assez importants. Et on voit que, par exemple, les Américains régulent énormément ces sujets-là. Est-ce que nous, on fait respecter nos régulations et quelles sont les bonnes régulations? Je vais vous faire commenter quand même en plateau. Peut-être déjà Léo sur cette partie éducation. Je pense que c'est assez nécessaire, effectivement. On voit qu'on manque d'ingénieurs. On manque au minimum de 10 000 ingénieurs chaque année. C'est ce que l'État nous dit et on le voit en fait au moment des recrutements. Et par ailleurs, il y a un gros problème de féminisation qui s'observe dans le monde de la tech, mais qu'on a en fait en amont, puisqu'il y a eu le gouvernement qui avait lancé une réforme du lycée il y a 5 ans. Et dans cette réforme, il y avait une option NSI, numérique sciences informatiques, qui est vraiment pour se destiner à une carrière dans la tech. Et dans cette option, on voit qu'il n'y a que 19% de filles, de jeunes filles. Donc en fait, on n'a pas trouvé les arguments pour les convaincre. Dès le lycée, en fait, on a déjà cette stat en fait d'à peu près 20%. Donc je pense que l'enjeu, il est vraiment très jeune, qu'il faut influencer finalement dans les politiques très jeunes pour former ensuite à l'éducation et au numérique. Et le fait justement de dire là on va s'organiser, ça fait partie aujourd'hui du plan stratégique. Vous vous dites bon ça y est, il va vraiment se passer des choses. Je pense que c'est une vraie opportunité de se dire
historiquement, on s'est dit on va faire des services, mais c'est pas grave si on délègue aux Américains, par exemple, nos infrastructures techniques, ça va bien se passer. On se rend compte que finalement, c'est peut-être pas trop le cas. Et donc, du coup, c'est peut-être un sursaut qui est nécessaire pour former finalement à la tech la nouvelle génération et se dire que c'est une compétence qu'on doit avoir en France, ou en tout cas en Europe, et pas se reposer sur des alliés qui sont parfois douteux sur leur capacité à nous fournir. Qui peuvent changer d'avis. Voilà, qui peuvent changer d'avis. Oui. Alors, ce sursaut, depuis le temps qu'on en parle, Christophe. Il a mis le timing, parce que finalement, ça a été lancé au moment où finalement ChatGPT arrivait sur le marché, et puis 2 ans et demi après, donc, juste pour souligner les différences parfois de cycle, entre le cycle d'un gouvernement et qui doit aussi passer parfois à plusieurs gouvernements différents. Ce qui est bien, c'est que ça a perduré. Je pense que c'est positif que ce soit un collectif qui inclut aussi des entreprises, un dirigeant, entrepreneur reconnu à la tête, et je pense que ça, c'est un facteur de pérennité et de confiance aussi dans l'initiative. Je crois que moi, ce que je trouve intéressant, c'est cette idée de promouvoir des briques technologiques, des solutions. Michel parlait tout à l'heure de la santé, de l'éducation, mais par exemple aussi dans la cyber, on a un certain nombre de sociétés. Moi, je suis moi-même chairman et investisseur de Board of Cyber, qui est une société d'évaluation de notation cyber qui a finalement essentiellement 2 concurrents américains et qui fonctionnent tout aussi bien. Et donc, toutes ces solutions, on peut tout à fait les promouvoir. Mais pour ça, je pense qu'effectivement, il faut qu'un jour on soit sur une infrastructure peut-être un peu qu'on maîtrise un peu plus, mais la réalité, il ne faut pas se cacher, il ne faut pas se bercer d'illusions. La réalité, c'est que les Amazon, Azure, Google Cloud sont là et ont une part de marché conséquente. Donc il faut qu'on puisse s'assurer que ces sociétés se développent et puissent prospérer aussi sur ces écosystèmes. Et c'est pour ça que la dimension européenne et le fameux Digital Market Act, pour moi, sont importants dans le contexte pour s'assurer qu'on puisse à la fois faire prospérer ces briques technologiques sur les écosystèmes existants et puis en parallèle préparer un écosystème alternatif plus européen. Mais ce qui se fera sur les technologies d'aujourd'hui ou celles de demain, c'est la question. Moi, mon point de vue vis-à-vis de cette initiative gouvernementale, c'est que en fait, la to-do list, on l'a depuis longtemps. Donc, qu'est-ce qu'on attend pour mettre en place désormais ce qu'on doit faire ? Je peux reposer la question. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'on attend. Je pense que tout est là. Ouais. Donc, la question, c'est d'avoir... Est-ce qu'on a les technologies ? Oui. On les a. Et pareil, je pense que personne ne peut prétendre. Les seuls qui vont prétendre à ça, c'est les Chinois, qui disent qu'ils vont couvrir l'ensemble du stack. Quand je dis stack, depuis le haut du software jusqu'à les solvants, voire les terres rares, parce qu'on peut descendre au niveau des terres rares. Aujourd'hui, même les Américains n'ont pas tout ça. Alors, ils ont des points extrêmement forts. Le cloud, ils ont les operating systems, ils ont le design des chipsets. Ils n'ont pas la fabrication des chipsets. La fabrication des chipsets, c'est les Taïwanais. Les lasers, c'est pas eux, c'est des Néerlandais. Donc, on voit bien aujourd'hui que personne n'a la maîtrise de l'ensemble des stacks sur à peu près tout. Le problème qu'a l'Europe, c'est qu'aujourd'hui, elle n'a aucun point fort sur l'ensemble de ces stacks. C'est-à-dire que sa part de marché, à l'exception de la gravure au niveau de SML, à part ce domaine-là, elle n'en a pas. Et donc, je pense qu'il faut avoir une action très concertée et forte pour créer des champions qui vont établir un rapport de force. L'idée n'est pas de savoir si les Américains seront toujours là, les Chinois sont toujours là. Le problème dans le cloud, c'est que 80% aujourd'hui de la commande publique, 80% de la commande publique se fait sur des plateformes américaines. 80% des grands groupes se font sur les plateformes américaines. Si vous regardez les États-Unis, 80% de la commande se fait sur des plateformes américaines. En Chine, 99% se font sur des domaines chinois. Donc le sujet, il est l'exemplarité que doit avoir l'État. Peut-être pas pour aller à 80% européen, c'est peut-être pas valable. Mais aujourd'hui, si on augmentait de 5% la commande publique fléchée vers des solutions européennes, ça change radicalement. Prenons un secteur que vous avez évoqué. Il y a eu des engagements de la ministre, par exemple. Il y a eu des engagements comme quoi. Alors, il y a eu un premier engagement qui est un engagement qui est une très bonne initiative qui était j'achète la French Tech. Bon, c'est très très bien. Je choisis la French Tech. Je choisis la French Tech, pardon. C'est pas j'achète, mais moi j'étais plus concret. J'achète. C'est la commande qui fait. C'est encore mieux, ça. Ouais, c'est la commande qui fait le succès. C'est très bien. On voit bien que ce n'est pas suffisant. Il faut passer à une échelle supplémentaire. Dans le domaine de la cyber, moi je pense que c'est un domaine extrêmement intéressant. Aujourd'hui, il y a des pépites françaises qui sont des entreprises remarquables, qui ont des technologies
au top. Aujourd'hui, il est regrettable que l'État français continue à acheter des solutions américaines ou des solutions israéliennes dans des proportions qui sont 80-20. Ouais. Ce serait 40-60 déjà, ça change radicalement l'économie. Et je pense en plus que ça permettrait de dynamiser la R&D, ça permettrait de dynamiser, de créer du business, donc d'exiger aussi d'être bon. Et donc c'est un effet vertueux. Et je pense que la prise de conscience comme quoi collectivement nous avons un rôle, M. Pouyanné a pris une décision, a dit quelque chose. Maintenant, il faut agir. De Lille, au Forum Voilà. Cyber, Voilà. de Lille, en disant finalement, je suis un peu désemparé. Moi, j'ai pas tellement d'autres choix que. Oui, les mais choix ça, c'est américains. faux. Ça, je le dis depuis très très longtemps, c'est faux. Aujourd'hui, on se cristallise principalement sur Microsoft 365, où on dit qu'il n'y a pas de solution alternative. Je ne vais même pas rentrer dans ce débat, parce que je pense qu'il en existe. Est-ce qu'on utilise aujourd'hui toutes les fonctions de 365 qui sont soi-disant mises en avant? Non. Donc on pourrait certainement avoir des solutions aujourd'hui qui fonctionnent et qui seraient capables de le faire. Sur plein d'autres domaines, dans la santé, dans la GED, dans le domaine de la cyber, dans le domaine du cloud infrastructure, dans le domaine aujourd'hui d'un certain nombre de logiciels, la France, l'Europe ont des solutions qui sont tout aussi bonnes. Et j'ai envie de dire, commençons par là. Si aujourd'hui c'est compliqué, et pourquoi s'arrêter à 365 pour dire « Ah, c'est l'excuse » et donc, j'ai envie de dire, parfois il y a une fainéantise intellectuelle. Et le syndrome d'IBM qu'on a connu dans les années 80, on l'a maintenant dans les GAFAM et on l'a dans les grands éditeurs. Et un directeur informatique ne sera jamais condamné s'il choisit ces solutions qui sont des monopoles de fait. Non, mais on est ravis que vous soyez à la tête de toute cette nouvelle organisation, parce qu'on se dit, bon, voilà, il y a quelqu'un qui porte vraiment le discours, mais qu'est-ce qu'on en attend très concrètement, Christophe? Moi, je salue le discours réaliste. Oui. Parce qu'on n'est pas en train de dire on va être souverain du sol au plafond, parce que la souveraineté, absolue, ça n'existe pas. Ce qu'il faut savoir, c'est choisir et maîtriser ses dépendances. Et je pense que sur un certain nombre de sujets, il faut accepter, il y a des parts de marché, il y a des réalités, les entreprises sont globales. Donc par contre, ce choix de dire, notamment sur ces solutions, sur ces briques, je pense que c'est et les encourager le secteur public, mais pour ça il faut peut-être mettre un certain nombre d'indicateurs qui permettent de mesurer. Ça faut imposer des quotas? De mesurer. Non, je pense qu'il faut rien imposer, il faut encourager, et je pense que tout le monde a à cœur de faire en sorte qu'il y ait quand même une industrie logicielle française et européenne qui fonctionne. Mais comme je le disais tout à l'heure, il faut qu'il y ait un environnement de régulation qui le permette. Parce que les grands acteurs américains, notamment dans des contextes de crise, ils ont tendance à faire des systèmes de bundling mortifères pour les startups. Je vais prendre l'exemple de la cyber maintenant. Si demain, Microsoft ou Google rajoutent des briques et dit finalement pour le même prix, vous avez tout ça, c'est quand même très compliqué. D'où l'importance. Ou rendre la migration complexe aussi. Ou rendre la migration complexe. Aujourd'hui, Google vient d'annoncer son résultat trimestriel, 90 milliards sur le trimestre, pas sur l'année, et 34 milliards de profit net. Donc on est quand même face à des gens. Donc pour ça, il faut à la fois identifier ces filières et les protéger, et puis s'assurer qu'effectivement on encourage. Et la façon d'encourager, ça peut être de mesurer. Et de collectivement de regarder finalement quel est le pourcentage qui a été commandé par le secteur public, parce que ça, on peut le mesurer. Vous êtes en étroite collaboration avec l'État sur les sujets d'éducation et du numérique. Michel nous rappelait la lenteur de certains process. Et tout ça. Il y a moyen d'accélérer selon vous ? Alors le ministère de l'Éducation nationale, c'est un peu particulier parce que je pense que c'est pas un aussi gros marché que la cybersécurité ou la santé par exemple. Et du coup, l'ensemble du marché... Il y a très gros budget de l'État. Oui, mais c'est surtout les salaires d'enseignants et les infrastructures. Ouais. Et en fait, finalement, le logiciel de numérique éducatif, il y a eu une étude EY l'année dernière, je crois que c'est entre 200 et 300 millions d'euros par an, ce qui est un pouillème en fait du chiffre d'affaires par exemple de Google dont on parlait. Donc les gros acteurs étrangers... Ce qu'on peut peut-être regretter. Ce qu'on peut regretter. Alors qu'on est en train de penser justement à réinventer l'éducation. Mais... Oui, et d'ailleurs, juste, je le glisse là, mais pour le numérique éducatif, par exemple, on dépense 10 fois moins par élève que les Anglais, qui sont à peu près équivalents en termes de pays. Je parle vraiment du numérique éducatif, pas des dépenses d'éducation au sens large, mais ça veut dire que voilà, on a un ratio très élevé au niveau des dépenses d'éducation en France, mais le numérique éducatif représente une vraiment toute petite partie de ça. Mais du coup, ce que je voulais dire, c'est que comme c'est un tout petit marché, donc au max, un acteur pourrait espérer gagner quelques dizaines de millions d'euros sur ce marché qui est très complexe. Donc on a assez peu de concurrence internationale, à part Microsoft, qui est connu et reconnu depuis assez longtemps dans l'éducation nationale, puisqu'ils vendent des licences justement. Voilà, et c'est d'ailleurs la première boîte. En fait, la concurrence, elle est en interne à l'éducation nationale, parce que je connais bien le secteur des EdTech. Ouais.
C'est ça. Ouais. À part Microsoft, voilà, qui est du coup la plus grosse tech de fait en France. Cela dit, sur le logiciel aussi, il y a une concurrence en interne avec la Dinum, par exemple, qui produit ses propres logiciels. Alors, oui. Oui, alors c'est une discussion qu'on pourrait avoir sur le rôle de la Linum. Moi, je pense que le rôle de l'État, c'est pas de construire des logiciels. Après, on peut en discuter, mais c'est pas le construire. Et surtout, ce qui est paradoxal, c'est que l'État, d'un côté, fait des AMI pour demander à des industriels de faire des logiciels, et en parallèle, dépense de l'argent. Donc c'est de l'argent, c'est notre argent, tout ça. Ouais. Donc d'un côté, on pousse pour des AMI, donc on fait des subventions. Alors, moi, je suis pas pour les subventions, mais on fait des subventions pour créer des logiciels. Et puis en parallèle, on dépense avec des intégrateurs de l'argent pour faire une solution qui va être concurrente à ce que l'on est en train de développer avec Xaemi. Donc pour moi, je pense que le plus important, c'est la cohérence. Je prends un exemple dans le cloud, on en a parlé. Faisons appliquer la doctrine de Cloud au centre. Faisons-la l'appliquer. Il y a plein d'exceptions aujourd'hui et on ne voit que des exceptions. Donc l'État définit une doctrine et ne l'applique pas. C'est le problème aussi de la réglementation. Aujourd'hui, on a tendance en Europe et en France de beaucoup réglementer, mais on n'applique pas la réglementation. On ne l'applique pas. Est-ce qu'on va... Alors, j'ai vu qu'il y a eu DMA commence à être un peu appliqué. Ça y est, on a 2 DSA, amendes, on a eu 2 cas, voilà. Ouais. Mais il y a eu un moment, un doute pour savoir si on n'allait pas le décaler. Je pense qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien de faire des réglementations si on ne les applique pas. Bien sûr. Je ne pense pas qu'il faut les multiplier. Il faut au contraire les canaliser. Les Américains ont de la réglementation, le Cloud Act, le FISA Act, ils ont plein de réglementations, ils les appliquent. Ils sont extrêmement rigoureux dans l'application. Donc je pense que ça aussi, c'est quelque chose sur lequel nous, en tout cas, on milite pour qu'il y ait cette prise de conscience. Alors justement, je voulais vous lancer sur l'appel d'offres à projet France 2030 pour le renforcement de l'offre de services cloud. Nos offres cloud françaises ont besoin d'être renforcées. Donc j'entends ça, moi. Moi, je vais généraliser. C'est-à-dire que je pense aujourd'hui que dans ce qui est la recherche, il faut toujours renforcer. Que ce soit dans le cloud, que ce soit dans la cyber, tout ce qui est en tech avancée. Alors on peut appeler ça de la deep tech. Le quantique, alors on a parlé de Candela, mais le quantique c'est pareil. Ouais. Je pense que là, l'État a un rôle qui doit être un État visionnaire, d'aider à le faire. Moi, je suis beaucoup plus, à titre personnel, je ne suis pas très à l'aise avec les AMI et au niveau européen, ce qu'on appelle les IPCEI. Parce que c'est beaucoup d'argent qui souvent ils sont dispersés. On saupoudre, on contente tout le monde, tous les États, tout l'écosystème est presque satisfait, avec des enjeux qui sont souvent à 4 ans, à 5 ans. Vous imaginez de l'IA à 4 ans, à 5 ans, on ne sait pas ce que ça va faire. Donc moi, je reste persuadé que le principal moyen que doit utiliser l'État, et inciter les autres, c'est la commande. Parce que ça, c'est un effet bénéfique. Le deuxième, c'est aujourd'hui, on a un grand problème, c'est qu'on le voit dans le quantique, on le voit dans la cyber, on le voit même dans l'IA, c'est qu'on a des pépites, soi-disant il n'y a pas d'offres, mais elles sont rachetées. Elles sont financées et rachetées par des acteurs autres. Elles sont identifiées par d'autres, oui. Voilà. Et donc ça veut dire que ces offres, elles existent, et elles sont aujourd'hui, on peut parler du GINFACE, on peut parler, de Cloudflare, de Snowflake, toutes ces boîtes-là, c'est des boîtes qui sont parties au Nasdaq. Pourquoi ? Parce que dans leur phase après la start-up, dans les cyber, on a le même sujet, le même enjeu. Des boîtes comme Sequoia, vous les connaissez, les Tetris, les Alpha Lab vont avoir ce sujet-là. L'accès au capital dans des proportions, et alors le quantique, je vais donner juste un ordre de grandeur, l'accès au capital dans des proportions qui doivent être de l'ordre du milliard, c'est-à-dire 100 millions, 200 millions, 300 millions, est un enjeu stratégique. Et là, l'État doit favoriser. Le quantique, j'ai fait une estimation, il y a 6 boîtes aujourd'hui en France qui sont au top mondial de la recherche. C'est certainement les meilleurs, parmi les meilleurs aujourd'hui. Aux États-Unis, les meilleurs aujourd'hui sont en train de se financer entre 300 et 1 milliard chacune sur chacun des levées. Si vous faites le calcul, il faut 6 milliards pour la filière quantique si on garde les 6 sociétés qui sont aujourd'hui. C'est très bien, l'ICBob a levé 100 millions. Mais je pense qu'il faut qu'on change de perspective. Et donc, ce qu'on essaye, nous, de dire, c'est que arrêtons de faire de la poussière à 50 millions sur un IPCEI ou un AMI, mettons les moyens sur de la deep tech et en revanche, finançons la capacité de scaling par la commande publique et l'accès au capital. Lancement aussi d'une mission de préfiguration d'un observatoire de la souveraineté numérique qui est confié au Conseil régional de l'économie. L'idée, c'est de cartographier comme ça nos dépendances technologiques. J'ai envie de faire la même phrase que j'ai faite au début. On les connaît, nos dépendances technologiques. Alors je dis ça, mais en même temps, j'ai lancé une série dans Smartech pour étudier ces dépendances. Mais surtout, est-ce qu'on peut en sortir ? C'est ça la question, non ? Est-ce qu'on peut sortir de ces dépendances ? Oui, bon, on revient quelles sont nos dépendances ? Je crois, on en a largement parlé précédemment. Oui. Les dépendances, on les connaît. Alors, ce qui est peut-être intéressant dans cet observatoire, c'est qu'il peut effectivement au moins
au moins définir un dashboard ou une sorte d'indicateur qui permet de dire voilà l'état des lieux. Alors peut-être qu'il faut on le connaît dans des rapports, etc. Mais peut-être faire un petit tableau de bord de cet indice de dépendance, si je puis dire, et puis dire et d'avoir un indicateur qui mesure. Bon, mais le thermomètre... Christophe, en combien de temps pouvez-nous le faire, le dashboard avec l'IA, je pense que ça peut aller vite. Mais non, mais il faut faire attention. Il faut faire un beau thermomètre, mais le thermomètre pour mesurer la fièvre, c'est sympa, mais à un moment donné, il faut faire quelque chose quand on a la fièvre. Donc d'où la question de mettre ça en action. Moi, je partage 100% ce que vient de dire Michel Paulin, à savoir pas de saupoudrage, se focaliser sur... Mais je rajouterais l'échelle européenne et peut-être pas les 27, justement, pour éviter ces phénomènes où on met beaucoup d'argent, puis finalement, il faut faire plaisir à tout le monde et on saupoudre, mais peut-être de faire des alliances France, Allemagne, Angleterre, comme on le voit aujourd'hui, potentiellement sur la défense, avec des aléas, mais il y a quand même une puissance de feu, et de se dire, est-ce qu'à 3, à 4, à 5, on ne peut pas se dire, on fait à Paris, mais c'est-à-dire qu'on dit, OK, sur le quantique, c'est dans votre pays, et là, on met le paquet. Sur la cyber, c'est là, et on essaye, plutôt que de saupoudrer sur toutes les filières, de mettre le paquet à un endroit donné et accepter une perte de souveraineté locale au profit d'une souveraineté européenne. Et cet observatoire de la dépendance, qu'est-ce que ça ne veut pas dire aussi qu'on commence à prendre conscience, finalement c'est un peu plus complexe, dépendre des Américains? Ah bah oui, ça peut poser un problème. Oui, c'est sûr. Historiquement, le choix par défaut, c'était un peu les solutions software américaines et matériel chinoises, essentiellement, enfin asiatiques. Et de plus en plus, on se questionne là-dessus. Le logiciel, j'ai l'impression qu'on commence à avoir une offre quand même qui se généralise et que c'est plutôt facile de changer le logiciel par rapport au matériel. Et je pense que la dépendance sur le matériel, elle va être beaucoup plus difficile à corriger. Ouais. Enfin, on voit que les dispositifs, les usines et tout, là il y a Apple je crois qui a annoncé qu'ils migraient toute leur production d'iPhone en Inde par exemple. J'imagine même pas la complexité. Enfin c'est pas juste on change de Microsoft 365 à une autre offre logicielle quoi. Là on est vraiment sur des migrations très très complexes. Mais je pense que pour la partie logicielle en tout cas qui capte aujourd'hui l'essentiel de la valeur économique, on va voir émerger des offres de plus en plus et surtout on va avoir les acheteurs qui vont commencer à se bouger pour changer et qui vont pas rester dans le phénomène IBM des années 80 où ils ne voulaient pas changer. Alors je voulais vous faire réagir aussi Léo sur cette consultation citoyenne sur TikTok. Donc c'est quand même assez rare ce genre d'initiative pour être signalée. Ça se passe dans le cadre d'une commission d'enquête parlementaire sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs. Donc il y a un questionnaire qui est mis en ligne, qui est anonyme. Ils ont aussi ouvert une boîte mail si vous avez envie de partager des témoignages plus personnels. C'est destiné aux jeunes et aux parents. On avait besoin de se connecter davantage aux citoyens pour comprendre quels étaient véritablement les usages et les méfaits de ces plateformes sociales. Je pense que c'est une bonne initiative, effectivement, d'essayer de se connecter et de ne pas prendre des décisions qui viennent trop d'en haut, qui peuvent braquer. Les députés peuvent être un peu déconnectés, c'est ça? Tous n'ont pas d'enfants et par ailleurs, c'est assez rapide en fait. On voit TikTok n'était pas forcément quelque chose de très utilisé il y a quelques années et aujourd'hui c'est vraiment la référence. Vous les voyez, vous, à l'école, ces enfants qui souffrent aujourd'hui des réseaux sociaux? Alors moi, mes enfants sont un peu plus jeunes, ils sont en primaire, donc ils ne sont pas encore sur TikTok, fort heureusement, mais en tout cas... Vous êtes sûr? Ouais. Okay. Mais les stats là-dessus sont vraiment sans appel, quoi. La plateforme... voilà. Et donc moi, c'est vrai que je me dis, un député qui a peut-être pas trop l'actu, il se dit, par exemple, les jeunes utilisent encore Facebook, ce qui est pas du tout le cas. Et en fait, voilà, c'est intuitivement, on peut avoir ce genre de réflexion. Et c'est assez facile d'être déconnecté, en fait, en quelques années à peine. Donc oui, je pense que c'est nécessaire. Et j'ai pas la solution encore, donc je suis assez curieux de savoir ce que ça va donner, cette consultation. Ouais. Et moi, ce que je regrette, c'est qu'en fait, parce que j'ai répondu au questionnaire, et je pensais qu'on pourrait donner son avis sur différentes pistes, justement. Il y en a qu'une qui est proposée, c'est la limite d'âge. Est-ce que plutôt donner accès à 13, 15 ou 18 ans? C'est la seule piste. Puis la limitation des téléphones aussi, parce que là, il a été annoncé que les téléphones allaient être supprimés au collège, ce qui est quand même une grosse annonce, puisque les élèves commençaient à faire du TikTok dans la cour de récré non-stop, quoi. Et donc on voit que pour la socialisation des jeunes à cet âge-là, c'est pas forcément l'idéal. Après, il y a probablement des aspects positifs aussi aux réseaux sociaux, mais c'est vrai qu'on atteint un peu les limites quand on l'utilise plusieurs heures par jour. Ouais, je suis d'accord, je pense que c'est une très bonne initiative qu'on fasse remonter le constat par les gens qui le vivent, et notamment ici sur ce plateau, on avait eu Christine Gulliver, porte-parole du collectif Mères, mineurs, éthique et réseau, et je trouve qu'après,
j'ai été assez sensibilisé à ce qu'elles avaient fait. J'ai essayé de leur donner un petit coup de main pour les aider à justement à être auditionnés par la commission qui est dirigée par le député Arthur Delaporte et la rapporteure Laure Miller. Oui. Et c'est vrai que quand on regarde ce qu'elle remonte, c'est vrai qu'on n'a pas d'ado ou qu'on est peut-être peut-être dans des élites ou je sais pas, peut-être pas se rendre compte de la catastrophe qui s'annonce, à savoir l'addiction, l'emprise des influenceurs sur les jeunes, les manipulations possibles, les impacts sur la santé mentale. Il y a un risque de sacrifier vraiment une génération et je pense qu'il faut réagir. Donc sur les solutions, il y a effectivement l'âge qui pour moi serait une bonne chose, mais alors il y a une recommandation, il pourrait y avoir aussi un contrôle d'âge. C'est pas impossible de faire un contrôle d'âge avec des systèmes tierces. Et puis quand on voit que finalement la version chinoise de TikTok que Biden fait, qui s'appelle Douyin en Chine, il y a un contrôle d'âge, c'est sûr, hein, c'est plus fliqué, mais bon, il y a un contrôle d'âge et il y a interdiction d'utiliser. TikTok s'arrête pour les moins de 14 ans, je crois, entre 22h et 6h du matin. Et puis, de la même façon, il y a 40 minutes d'utilisation maximale du scrolling infini. Donc, on voit que même les Chinois qui sont initiateurs de cet outil diabolique, ils l'ont eux-mêmes fortement régulé dans leur propre territoire. Ce qui est intéressant avec la commission d'enquête aussi, c'est qu'ils vont recevoir des TikTokers, certains qui posent problème aujourd'hui. Ils vont aussi recevoir les représentants de TikTok. Et on leur posait la question, nous les journalistes, à une conf de presse, si les TikTokers étaient obligés de répondre et de se présenter. Oui, hein, la commission d'enquête quand même a ce pouvoir-là. Moi, personnellement, j'invite tout le monde à répondre à ce questionnaire. Il ferme le 31 mai, donc quand même, il ne faut pas trop traîner. Voilà, partagez vos témoignages, c'est toujours important. Ça reste un sujet, là, les plateformes sociales sur lesquelles on est complètement absent. Nous, l'Europe, on n'a aucune autre offre à proposer. Non, là, il n'y a pas de... Il y a quelques petites offres spécialisées sur des segments de niche, mais des réseaux sociaux massifs. Alors, TikTok est plutôt pour les jeunes, mais même Facebook reste toujours, mais c'est plus maintenant pour les jeunes. Ou LinkedIn pour la partie professionnelle. Aujourd'hui, on n'a pas ces solutions-là. Ça va faire partie de vos sujets ou pas du tout, ça ? Non, mais là, pareil, je pense qu'il ne faut pas se défocaliser. Aujourd'hui, on ne va pas appeler à créer un réseau social massif pour être capable de Je pense que c'est illusoire. Il faut d'abord se concentrer là où on établit un bon rapport de force sain dans l'ensemble de ce que j'évoquais, de la stack. Voilà. Et donc, dire qu'il faut impérativement avoir un système... D'autant que je pense que le problème n'est pas de savoir s'il est américain ou chinois. Le problème, c'est comment on utilise ces outils-là et comment sont-ils utilisés. Donc, je ne suis pas sûr que c'est parce qu'il est français, il est allemand, etc. Est-ce qu'il sera plus vertueux ? Ce qui est intéressant, c'est configuré aussi. Oui, c'est ce que vous avez dit, c'est très intéressant, c'est parce que on voit quand même que il y a des choses qui peuvent être faites. Après, qu'est-ce qui peut être fait ? C'est que le TikTok, ou l'équivalent du TikTok chinois, il n'a rien à voir avec le TikTok actuel américain, ou français, ou européen. Parce qu'ils ont mis en place des systèmes, non seulement de protection sur l'utilisation, mais aussi de contrôle du contenu. Oui. Parce que le sujet, c'est pas uniquement est-ce que vous regardez 3 heures ou est-ce que vous regardez 1 heure, c'est ce que vous regardez. Et donc, je pense que la démarche est très, très bien. Maintenant, je pense que les solutions sont complexes. Merci beaucoup à tous les trois de m'avoir accompagné pour ce débrief. C'est passé très vite. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Be Smart for Change. Vous pouvez aussi nous suivre en podcast. C'était Smart Tech. À très bientôt. Merci.